bonjour, donc là nous allons, suite à la première vidéo que je viens juste de terminer, donc nous allons voir le cas dont j'avais parlé, le cas que j'ai décidé de nommer Mozart Building, Mozart Office Building. On va le voir juste derrière, c'est ce cas-là que nous allons voir. Mais avant ça, je voulais rapidement, par exemple, vous donner un peu un exemple de différents points que nous allons aborder ensemble, notamment là. C'est une présentation, donc je vais essayer de le mettre en plein écran. Alors, tout de suite. Voilà, ça c'est bon. Donc, typiquement, nous allons voir les différentes sous-classes d'actifs de l'immobilier comparé de l'immobilier. Il y a plusieurs types. Généralement, lorsque vous parlez d'immobilier, vous pensez au non commercial, c'est-à-dire que c'est la maison dans laquelle vous vivez. Eh bien, il va y avoir de l'immobilier. Dans l'immobilier, si on prend cet arbre que l'on voit, on va avoir donc le bâti et le non bâti. Ensuite, dans le bâti, nous allons avoir ce qu'on va appeler le commercial, c'est-à-dire que tout ce qui va générer du cash, tout ce qui va générer de l'argent, notamment dollars, euros, yens, livres sterling, francs CFA, tout ce que vous voulez, francs congolais, peu importe, francs suisses, eh bien, tout ça, ça va être ce qu'on va appeler du commercial. Attention, commercial, ça ne veut pas dire boutique, ça veut dire simplement que ça génère du cash flow, ça génère de l'argent. Nous allons voir ce qu'on va appeler le non commercial ou résidentiel. Et bien cela, ça va être la maison dans laquelle vous vivez. Cette maison dans laquelle vous vivez, et bien ça ne va pas être du commercial. De l'autre côté, nous avons le non bâti. Dans le non bâti, nous allons avoir notamment les terrains, nous allons avoir les forêts. C'est également d'autres investissements. La slide qui suit fait rapidement un focus sur ce qu'on va appeler l'immobilier dit commercial, c'est-à-dire que si vous vous rappelez, donc nous avons parlé d'immobilier général, du bâti et du commercial qui génère du cash flow. Nous faisons maintenant un zoom sur l'immobilier qui génère du cash flow. Et bien, nous allons avoir plusieurs types d'immobilier, de sous-classes, si on peut le dire, dans la classe commerciale. Nous allons avoir donc les bureaux, on connaît, les commerces. Dans les commerces, nous allons voir les pieds d'immeubles, notamment ce que nous trouvons à Paris ou dans nos centres-villes. Nous allons voir les centres commerciaux, nous allons voir les retail parks, on détaillera peut-être un peu plus tard. Nous allons voir la logistique, entrepôt et puis plateforme logistique. Aujourd'hui, on parle de triple X. C'est une classe d'actifs. Tout ce qui est logistique entre les principales classes ou sous-classes lorsqu'on va parler de l'immobilier commercial. Outre cela, nous allons également avoir le résidentiel. Là, pour le coup, ce sera le résidentiel qui vous génère du cash flow. C'est-à-dire que là, vous achetez un investissement locatif, comme un peu monsieur tout le monde, et vous mettez un prêteur dessus. Eh bien, c'est un investissement commercial, c'est un immobilier commercial, parce que ça génère du cash flow. Et puis, nous allons voir toutes les autres classes d'actifs, parking, hôtel, centre de loisirs, maison de retraite. Tout ça, c'est des investissements immobiliers. On va s'arrêter là pour la rapide présentation du cas. Nous allons basculer sur le cas. Pardon, c'est là. Donc, pour rappel, comme je vous l'avais dit, donc nous sommes dans un office building, un immeuble de bureau. Je vais faire ça pour augmenter la visibilité. Hop, voilà, on va peut-être mieux voir, je l'espère en tout cas. Donc on va avoir ici là le Mozart Building c'est du bureau qui fait du 5000 m², qui est loué totalement par hypothèse euros par mètre carré, qui est dans l'état ancien d'usage. Les données de marché qui sont reprises là, un taux de rendement de 6%, un loyer neuf à 220, un rénové à 195 et un ancien à 180. Donc, monsieur le vendeur, je veux plein de sous, veut 22 millions. Les questions que je vous avais déjà posées, est-ce une bonne affaire? Quels sont les risques? Donc, derrière ça, j'ai déjà fait un rapide calcul, on peut voir que on veut calculer le revenu locatif annuel de ce bien. Eh bien, il suffit donc pour cela, je vais entrer dans la cellule, il suffit pour cela de multiplier donc la surface par le loyer. Surface 5000 par le loyer, parce que c'est par mètre carré, sachant que c'est loyer annuel, entendu. Ça nous donne donc 1 million d'euros de revenus
brut. Nous prenons ce revenu brut. Pour l'instant, on simplifie vraiment le cas. On applique la méthode dite je vais corriger en même temps, hop, dite de capitalisation directe. Qu'est-ce que ça consiste? Ça consiste en disant qu'une valeur, c'est égal au revenu généré divisé par un taux de rendement. Eh bien, on applique cela, donc le revenu généré, il est là. Le taux de rendement, c'est un taux de marché qui a été donné par un broker ou quelqu'un qui nous présente un actif ou qui étudie le marché. Et cela nous donne une valorisation de 16 millions,7. Rappelez-vous, monsieur Cheveux plein de sous demandait 22 millions d'euros. On peut d'ores et déjà dire là qu'il y a un écart de 5 millions. Donc c'est-à-dire qu'il y a une surévaluation par monsieur plein de sous de 5 millions d'euros. Donc déjà, vous savez que si vous payez le prix que demande monsieur plein de sous, vous surpayez par rapport à la valeur de marché. Ça, ici, on va le mettre en vert. Ici, c'est la valeur verte, donc la valeur de marché. Et ici, c'est la valeur que monsieur je veux plein de sous souhaite que vous puissiez le payer. Et bien entendu, si vous payez cela, vous surpayez de 5 millions. Donc, ce n'est pas une bonne affaire à ce niveau-là. Par contre, si monsieur je veux plein de sous vous demande 15 millions d'euros, eh bien, ça devient une bonne affaire. Ça devient une bonne affaire. Vous savez que la valeur de marché est de 16 millions, et lui vous demande 15 millions, eh bien, ça devient une bonne affaire. On revient sur les 22 millions d'euros qu'on avait pris pour l'hypothèse. On va rester sur ça. Maintenant, sur les questions des risques, sur la question portant sur les risques. On peut d'ores et déjà dire que si on regarde les valeurs de marché, pour un bien qui est rénové, on est sur du 195 euros. Nous, le bien est actuellement loué à 200 euros et il est ancien. Normalement, il devrait être à 104 euros. Donc, nous sommes sur un cas de surloyer, c'est-à-dire que le locataire paye plus que ce qu'il pourrait trouver sur le marché actuellement. Donc, il y a déjà le risque il y a un surloyer qui est payé. C'est-à-dire que le locataire paye plus que ce qui est sur le marché. On doit également se poser la question de savoir qui est le locataire. C'est-à-dire simplement quelle est sa condition financière. Quelle est sa condition financière? Est-ce qu'il peut payer? Peut-il payer? Peut-il payer ce niveau de loyer? Ça va s'arranger tout seul, je crois. Non. Peut-il payer ce loyer? Parce que si il n'y a pas de locataire, eh ben, vous achetez un bien qui va vous coûter, ok, imaginons que vous arrivez à négocier avec monsieur je veux plein de sous et qui vous lâche à 16 millions. Ok, vous avez payé le bon prix, vous avez payé un très bon prix, très bien, ça c'est réglé. Par contre, maintenant, vous vous retrouvez avec un locataire. Est-ce que ce locataire est capable de vous payer ce loyer? Ça, c'est ce qu'on va appeler le risque. Tout ça, c'est le risque de vacances. La vacance locative. Donc, à part cela, il y a d'autres éléments également qui peuvent être tenus en compte. Quel est l'état? Aujourd'hui, on vous dit que l'immeuble est ancien. Donc, est-ce que cet immeuble n'est-il pas obsolète? Il y a d'autres risques qui peuvent également survenir, qu'on doit analyser bien sûr, mais on peut déjà identifier ces niveaux de risque-là. À la fois, on a une possibilité de pouvoir récupérer 1 million d'euros de niveau de revenu locatif, mais en même temps, on doit s'assurer que le locataire est capable de payer ce loyer-là. On doit s'en assurer, ça c'est essentiel. D'autres risques existent, mais je pense qu'on peut déjà s'arrêter là par rapport à ce cas-là. Voilà, donc on a vu ici un cas simple, très rapidement,
ça vous donne déjà des capacités de pouvoir être en mesure de vous poser les bonnes questions et analyser pour savoir si véritablement un actif est intéressant ou pas. On n'a pas abordé jusque-là le financement, qui est un point essentiel. On peut rapidement parler de financement. Et on peut dire que le bien, enfin l'actif, il est financé à un niveau de loan to value, donc de LTV, de 75%. C'est ça aussi un intérêt d'investir dans l'immobilier. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur les 7 bonnes raisons d'investir dans l'immobilier. Une des bonnes raisons, c'est l'effet de levier qu'on peut faire avec l'investissement immobilier. Le banquier, il vous fait donc ce prêt-là à un taux de Euribor 3 mois. Donc Euribor, tout ça on le verra, hein, Euribor 3 mois, plus, allez, 200 points de base. On a que l'Euribor 3 mois est aujourd'hui négatif, donc on va le mettre à 0%. On va donc avoir notre taux de dette qui va être égal à les 200 points de l'Euribor plus 200, on va avoir du 2%. Donc on a notre taux là, ici. Derrière ça, il nous faut calculer également, il y a d'autres frais. Il y a les frais de dossier, il y a les frais de dossier qu'il faudra payer, il y a le montage, et puis il y a les frais de transaction également, frais de transaction, là plutôt immobilier, pardon, frais de transaction immobilière. Et donc nous allons voir derrière qui sont ce qu'on appelle communément les frais de notaire, qui vont être de l'ordre de 7,5% du prix, et d'autres frais, de structuration par exemple, de structuration du deal. Nous allons voir ça et nous allons par exemple partir sur 1%. 1% du prix. Si on résume très rapidement, monsieur, je vais plein de sous, je nous vends mon bien à 22 millions d'euros, alors que sa valeur de marché était de plutôt 16,7. Donc on a arrivé à négocier et il a accepté de baisser jusqu'à ce prix-là parce qu'il savait qu'il en demandait trop. Une fois qu'on a négocié ça, et d'ailleurs on a pu s'en rendre compte parce qu'on a appliqué une méthode aujourd'hui qui est utilisée par tous les professionnels de l'investissement immobilier. Ensuite, derrière ça, nous avons analyser les risques parce que nous voulons l'acheter, mais les risques, bon là c'est pas tout, il y a plusieurs autres choses qu'il faudra voir, on va pas l'aborder là, mais voilà, on a abordé quelques risques, on a analysé notre partie risque. Après, on est également allé voir la partie financement qui est une partie essentielle de l'investissement. On a pris quelques éléments et nous avons abouti à nos tableaux de besoins ressources. Alors, ces hypothèses-là seront utilisées pour notamment construire un business plan, ce qu'on va appeler notre tableau de scénario, pour calculer la VAN, ainsi que le TRI et d'autres KPIs, tels que le cash and cash. Mais ça, ce sera abordé à un autre moment, durant la formation. Voilà, on va s'arrêter là pour le cas. Le plus important, c'est de comprendre les chiffres, de comprendre les éléments, de comprendre le sens, de dire que je ne vais pas surpayer un bien. Surtout pas parce qu'il est trop beau, parce qu'il est génial, parce qu'il est excellent, parce que le locataire, j'ai parlé avec lui, il est top. Oui, très bien, ça c'est très bien, mais on est là pour analyser un bien et dire que non, c'est trop cher, ou que c'est une bonne opportunité. Okay. Donc ça c'est essentiel.
c'est l'essentiel à noter. Et puis il y a plein d'autres choses qu'on n'a pas abordées mais qui seront abordées pendant la formation. Merci d'avoir suivi cette petite présentation. À très bientôt.